Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument, la barre des écrins. On va décortiquer ensemble ce qu'il faut savoir pour se lancer à l'assaut du plus haut sommet du massif le plus sauvage de France. Voilà une citation qui résume parfaitement l'esprit des lieux. Juste la montagne brute, les glaciers crevassés et le silence des hauteurs. C'est vraiment ça l'essence des écrins. On parle d'une aventure authentique, à des années-lumière des foules des autres grands sommets. Alors, le chiffre du jour, 4102 mètres. C'est l'altitude exacte du sommet qu'on vise. Et ce n'est pas n'importe quel sommet. C'est l'unique 4000 du massif des Écrins et aussi le plus méridional de toutes les Alpes. Autant dire un sommet qui se démarque vraiment. Bon, passons à la suite, le 4000 le plus sauvage des Alpes. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui le rend si différent, si particulier par rapport à des géants bien plus connus, comme le Mont Blanc par exemple? Eh bien la différence, elle est énorme. Là-bas, on oublie les téléphériques, on oublie les refuges qui ressemblent à des hôtels d'altitude bondés comme au Mont Blanc. Non, aux Écrins, l'expérience est bien plus sauvage, plus brute. Chaque mètre, il faut aller le chercher, à la force des mollets, et c'est ça qui fait toute la saveur de l'ascension. Justement, parlons-en de cette ascension. Section suivante, répondre à l'appel de la montagne. Parce que oui, faut être clair, on ne se lance pas là-dedans sur un coup de tête, ça ne s'improvise absolument pas. Voyons un peu ce que ça demande concrètement en termes de préparation, de compétences et de matos. Alors, pour ce qui est des compétences et de la condition physique, soyons directs, c'est du sérieux. Il faut être à l'aise avec les crampons et pas sur du plat. On parle de pentes qui peuvent atteindre 35-45 degrés. Il faut savoir se déplacer sur un glacier, ce qui implique de connaître les techniques de sécurité. Et bien sûr, physiquement, il faut tenir la distance. Une journée de 10 à 13 heures en altitude avec plus de 900 mètres de dénivelé positif, ça demande une sacrée caisse. Ah, et j'oubliais, l'acclimatation. Passer au moins une nuit au-dessus de 3000 mètres, c'est tout simplement indispensable. Sans ça, c'est presque l'échec assuré. Le timing, c'est un autre point clé. La meilleure période pour s'y lancer, c'est vraiment le créneau mi-juin, début juillet. Pourquoi? Eh bien, c'est là que les conditions de neige sont parfaites. Le manteau neigeux est encore bien stable, les ponts de neige sur les crevasses sont solides, c'est plus sûr. Plus on avance dans l'été, plus la chaleur fait son œuvre, les crevasses s'ouvrent et ça devient tout de suite plus technique et plus dangereux. Passons à l'équipement. Et là, on ne plaisante pas. Le matériel, ce n'est pas une option, c'est une véritable assurance-vie. Chaque élément est crucial. Crampons, piolets, casques, baudriers, cordes bien sûr, mais aussi tout le matériel de sécurité sur glacier comme les broches à glace. Et puis l'équipement personnel. De bonnes chaussures, le système des 3 couches pour les vêtements, une bonne doudoune pour le froid et la protection solaire. Lunettes catégorie 4 et crème indice 50, c'est le minimum syndical. Bref, rien ne doit être laissé au hasard. Et la question qui fâche un peu, le budget. Pour se donner une idée, sur une base 2026, il y a 2 mondes. Si on part avec un guide de haute montagne, il faut prévoir un budget qui va tourner autour de 900, voire 1000 euros par personne. Par contre, si on est en autonomie, c'est-à-dire qu'on a déjà toutes les compétences et tout le matériel, là on tombe à environ 120-160 euros, ce qui couvre principalement la nuit en refuge et le parking. La différence est... Ok, maintenant qu'on a vu la préparation, passons à l'action. L'approche vers le camp de base. C'est là que l'aventure commence pour de bon. Le premier jour, c'est la montée au refuge qui va nous servir de base de lancement pour le sommet. Alors, ce premier jour, on part du pré de Madame Carl à 1874 mètres. On va d'abord monter jusqu'au refuge du Glacier Blanc, une première étape sympa. Et on continue pour atteindre notre but, le refuge des Écrins perché à 3170 mètres. Au total, c'est quand même 1300 mètres de dénivelé positif, ce qui prend entre 4h30 et 5h30. C'est une montée exigeante, mais le décor est juste incroyable. On passe des alpages verdoyants au monde minéral de la Morène pour finir carrément sur le glacier. Le changement d'ambiance est radical. Et voilà, on y est. Le refuge des Écrins. Ce n'est pas juste un toit pour la nuit. À 3170 mètres, c'est le camp de base ultime. Le dernier avant-poste de civilisation avant le grand saut vers le sommet. La nuit qu'on passe ici est absolument fondamentale pour l'acclimatation. Et bien sûr pour essayer de dormir un peu et recharger les batteries avant le réveil qui pique. Allez, on y va. L'assaut du sommet. C'est le jour J. Le réveil sonne en pleine nuit, souvent vers 2 ou 3 heures du matin. Et c'est parti pour une journée qui s'annonce longue, très longue. Un vrai marathon de 10 à 13 heures. L'objectif, c'est d'aller là-haut, au sommet. Et surtout, de redescendre en sécurité jusqu'à la voiture, tout en bas dans la vallée. Dans une course comme celle-ci, il y a toujours un passage qui concentre les difficultés, un passage clé. Alors, sur la barre des Écrins, c'est quoi ce fameux crux? La réponse, la voilà. Le couloir Coolidge. Il porte le nom du premier alpiniste à l'avoir gravi. C'est ce grand couloir de neige, ou de glace selon les conditions, qui représente le principal obstacle technique de l'ascension. En termes de cotation, on est sur du PD+,
peu difficile plus à AD assez difficile. Pourquoi cette fourchette? Eh bien, tout dépend des conditions de ce fameux couloir. Si c'est en bonne neige, ça reste une pente raide mais gérable. Par contre, si c'est en glace vive, là l'ambiance change complètement et la difficulté monte d'un cran. C'est plus du tout la même histoire. Si on découpe la montée, il y a vraiment 4 temps forts. D'abord, on traverse tranquillement le glacier Blin. Ensuite, on rentre dans le dur avec l'ascension du couloir Coolidge. Une fois en haut du couloir, on arrive à la brèche Laurie, à 3974 mètres, un passage rocheux assez exposé qui peut être délicat. Et enfin, le bouquet final, l'arête sommitale, un cheminement mixte entre neige et rochers, souvent très exposé au vide, qui nous mène jusqu'au sommet. Bon, après un effort pareil, on a bien mérité une récompense, non? Alors, à quoi ça ressemble la vue tout là-haut, à 4102 mètres? La récompense, c'est bien plus qu'un simple panorama. C'est une expérience de haute montagne authentique, profondément gratifiante. On a une vue à 360 degrés sur tout le massif, un océan de sommets bruts et sauvages. Et juste en face, la silhouette légendaire de la Meije qui se détache. C'est un sentiment d'accomplissement incroyable, l'aboutissement d'un vrai voyage intérieur et physique. Et ce qui est génial, c'est que faire la barre des écrins, ce n'est souvent qu'un début. C'est une sorte de porte d'entrée qui ouvre sur tout le reste du massif. On peut ensuite envisager son voisin plus facile, le dôme de neige, parfait pour l'acclimatation. Ou pour les plus expérimentés, s'attaquer à des mythes comme la traversée des arêtes de la Meije. Bref, les possibilités sont infinies. Pour conclure, on voit bien que la barre des écrins, c'est beaucoup plus qu'un chiffre sur une carte ou une croix sur une liste de sommets. C'est une invitation à vivre une expérience de montagne plus pure, plus sauvage, plus authentique. Alors la question au final, c'est de savoir si cet appel de la montagne brute, eh bien s'il résonne en soi.